Donc voilà, ce soir c'est une première collaboration avec ACT. Soraya vous en parlera un peu plus après. Et on a l'honneur d'avoir Kielis avec nous ce soir, qui est une protagoniste du film et qui fera une discussion aussi après le film. Et voilà, je vous laisse peut-être un peu parler du déroulé de la soirée et de la présence de toutes les personnes qui vont l'accompagner. Merci. Alors merci, oui, merci pour ce partenariat dont nous sommes ravis. Cette soirée est construite aussi en partenariat avec la librairie Transit qui est ici ce soir et où vous pourrez acheter et découvrir, pour ceux qui découvrent les œuvres de Kiemis. Cette soirée est aussi pensée en partenariat avec le collectif des Rosas qui cette année en 2023 donc fête ses 10 ans. Et pour cela, c'est constitué en association. Et pour nous, on est très attachés aux engagements portés par le collectif des Rosas, puisqu'ils incarnent une véritable dimension politique de la place des afro-descendantes ici à Marseille. Donc nous sommes très honorés par ce partenariat. Et ce sont elles qui construiront et animeront la discussion tout à l'heure avec Kiemis. Quelques objectifs effectivement que nous nous sommes fixés quand nous avons réalisé ce cycle Corps et colonialité. Le premier, c'est de souligner le continuum colonial de la société française à l'égard des habitants et des habitantes des quartiers populaires, et particulièrement à l'égard des habitants et des habitantes racisées. Le deuxième objectif que nous nous sommes fixés, c'est de produire des savoirs qui sont au croisement de l'intime et du scientifique, aussi en étant dans une critique permanente de ce qu'on appelle savoir scientifique. Pour nous, voilà, les savoirs intimes, les savoirs expérientiels, les savoirs militants sont aussi des savoirs. Et il s'agissait aussi de lutter à travers, finalement, contre la hiérarchisation des savoirs auxquels nous sommes parfois assignés. Et enfin, le troisième objectif, tout au long de l'histoire d'ACT, finalement, maintenant, depuis presque 20 ans, c'est de construire un plaidoyer contre le racisme structurel. Et aujourd'hui, à travers ce corps, à travers finalement des vies qui ne sont pas dignes d'être défendues, à travers des vies qui ne sont pas dignes d'être vécues. Nous l'avons vécu encore ce 27 juin à travers la mort de Naël. Eh bien, c'est aussi un message politique que nous souhaitons faire passer pour dénoncer ce racisme structurel qui continue de nous tuer lentement ou brutalement, et qu'il est possible de s'organiser, de continuer à résister, et comment est-ce que ce corps, effectivement, devient aussi un véritable lieu de résistance collective. Donc voilà un petit peu le message qui est le nôtre à ACT, et merci à toi Kiemis d'avoir accepté cette invitation, et je vous souhaite une bonne projection, et ensuite on pourra avoir une discussion. Je suis une femme française dans des identités multiples, voilà, et je me sens chez moi ici. Je suis française en questionnement, on va dire, voilà, c'est pas clair, c'est-à-dire que oui, je suis française, j'habite en France, je vis en France, mais je questionne beaucoup ma place en France. Donc, ce qui ne veut pas dire que j'ai un mépris pour le pays, mais c'est juste que je me questionne. J'aime beaucoup le terme de afropéenne. Je trouve que ça me parle énormément. Et ce terme, il m'a touchée, et en fait, la première fois que je l'ai lu, c'était dans un ouvrage de Léonard Amiano. Et tout de suite, il m'a parlé, quoi. Oui, c'est pas que t'es partagé, parce que souvent on dit qu'on est comme si on était tiraillé. Bon, on peut l'être, mais pour moi j'ai envie de lier ça d'une manière plus saine, en fait, plus pacifique. Et le mot afropéenne me permet de concilier ça d'une manière un peu plus calme, parce que je suis très révoltée, je suis une idéaliste révoltée en fait, et ce mot-là me correspond pour ça. Enfin, il y avait un mot qui liait en tant ma culture française que ma culture afro-caribéenne. Afro-descendant, pour moi, ça englobe plus de monde. Ça englobe beaucoup plus de monde que le terme afropéen. Tout d'abord, je tiens vraiment à remercier ACT de nous avoir invités en tant que Rosa. Moi, du coup, je représente le collectif des Rosas. Question bateau, qui résume un peu ce qu'on vient de dire. Quel est ton ressenti justement dans ta pratique à toi artistique? Comment tu arrives à faire le lien? Comment ça résonne, ce genre de documentaire auquel en plus tu as participé en termes de témoignage? Je pense que ce dont je peux témoigner, c'est de ce qui s'est passé dans la création du documentaire. Je pense que ça se voit, peut-être pas forcément dans la manière dont elle l'a monté, mais quand Amandine a fait ce documentaire, elle a agrémenté les séances de tournage
de séances d'échanges en fait, informels. Échange informel étant un euphémisme pour dire de fête. En fait. Il y a beaucoup de fêtes, il y a beaucoup de... Voilà, elle nous rassemblait en fait autour de nourriture que son mari faisait chez elle. Et ça a créé une espèce de camaraderie, ça a créé un échange. Et chez moi, plus particulièrement, parce que j'étais plutôt jeune, quand tout ça se passait, j'avais 24 ans, ça m'a permis aussi de rencontrer beaucoup de personnes que j'imaginais pas. Je me souviens quand Amandine on est vraiment dans le making-of du film là. Quand Amandine nous a contactés, elle nous a posé une question, il y avait un pré-entretien en fait avant le tournage, et elle nous a posé la question, est-ce que vous pouvez citer 5 femmes noires, comment dirais-je, francophones et françaises connues dans l'espace public. Je me souviens que quand j'ai posé la question, j'étais incapable d'en citer. Enfin non, c'est faux, j'en ai cité peut-être 1 ou 2, peut-être 3 max, mais 5, 10, 20, c'était impossible. Et ça m'a vraiment questionné parce que pour le coup, les femmes noires américaines, je peux en citer plein. Elles ont des stations, notamment à Paris. Voilà, je consomme beaucoup de soul, R&B, jazz, donc vraiment, femmes politiques aussi, je pouvais en citer beaucoup. Femmes francophones, c'était presque impossible. Et je pense que ce qui était aussi intéressant dans la démarche d'Amandine, c'était aussi de faire un film de 2 heures où des femmes noires parlent et elles ne sont pas interrompues. Et ça, c'est rare. Maintenant, peut-être... C'est vrai que c'était il y a 7 ans... Ouais, 7 ans. Bientôt 7 ans, et donc on a l'impression que c'était il y a une galaxie, mais en 2017, c'était vraiment très très rare. On pouvait citer Rokhaya Diallo, Christelle Taubira... et puis, et même, je me souviens d'une fois où elle disait, comment dirais-je, on était dans une conférence où elle était là et moi je l'écoutais, j'étais à votre place, et elle disait, mais pour beaucoup, il y a des gens, ils n'ont jamais écouté une femme noire pendant 2 heures sans s'interrompre. Moi, écouter des personnes blanches, des hommes blancs pendant 2 heures, je l'ai fait très souvent, et parfois c'était très intéressant, parfois non. Ou des femmes blanches, pareil, parce que c'était mes professeurs, mais c'est celles qui enseignaient, celles qui donnaient le savoir en fait, celles qui devaient... Enfin, il y avait vraiment un rapport d'ascendant en fait, où je devais recevoir quelque chose, c'est comme si j'étais vide et je prenais, et elle disait, c'est peut-être une des fois où ça l'a fait. Et donc, ce que ça a provoqué en moi, c'est aussi déjà plusieurs choses. Un désir de répondre à cette question, des femmes noires présentes francophones, un désir qui était déjà présent mais qui se faisait vraiment très pressant, et un désir de représenter aussi, témoigner à ma manière, parce que moi ce qui m'a toujours passionné c'était l'écriture, et je dirais l'écriture poétique, parce que quand j'étais petite j'écrivais de la poésie, mais c'était pas forcément sur ça. C'était aussi de témoigner aussi d'un bout de ça, d'un bout des colères, de l'histoire, comment on utilise des mots, comment on utilise de l'art. Et comment l'art, à ce moment-là, il est à la fois un endroit d'exploration, de liberté, retrouvée parfois, et aussi un moment où on dit les choses en fait. Et on accepte, on affirme une subjectivité qui n'est pas mal vue, qui n'est pas considérée comme un outil de délégitimation, c'est-à-dire en gros, tu parles de ta position, c'est que t'es pas objective, neutre, rationnelle. Donc voilà, c'est ça que ça me permet, en fait, c'est ça qui se passe, et je pense que, je sais pas si sans ce qui se passe au moment du film, je sais pas quel chemin j'aurais pris. Je sais pas si ça aurait été aussi facile de m'imaginer artiste en France noire devant vous. Je sais pas. Ça me permet de rebondir parce qu'on reviendra sur les outils qui sont nécessaires, les outils d'expression et de libération et d'émancipation comme l'écriture, la poésie notamment qui est ton principal outil. Moi je rebondis avant tout justement sur ce que tu as très très bien abordé, qui est du coup cette différence, ce distinguo qu'il y a entre le racisme étranger, états-unien, outre-Atlantique et celui qui est français, qui n'existe pas a priori, qui est encore aujourd'hui dans un déni perpétuel. Donc effectivement, Ouvrir la voie, c'était une des premières œuvres audiovisuelles, personnellement en tout cas, dans ma déconstruction auquel j'ai pu avoir accès, qui était française.
Et du coup, ça a effectivement ouvert la voie à beaucoup d'opportunités, à beaucoup de personnes qui venaient du sol français. Comment, en plus, c'est sorti effectivement avant le mouvement Black Lives Matter. Et moi, je revois ce documentaire et je le trouve tout aussi pertinent que quand il est sorti. Et justement, je le trouve encore plus pertinent après des phénomènes comme Black Lives Matter, parce qu'il s'inscrit dedans, mais enfin, il y a une territorialité qui est française et une pertinence dans la représentation qu'on a ici. On a de plus en plus d'outils, mais ça va dire, on va dire, 15-20 ans qui se développent ici en France. Donc avoir ça, c'est bien, et savoir que ça t'influence, c'est super aussi. Comment tu le vois, toi, ce rapport entre le racisme français et le racisme outre-Atlantique? Comment tu y réponds? C'est une vaste question. J'essaie de trouver un début de ma phrase. La première chose, je pense que je pourrais dire, c'est que je pense que la manière, enfin, de mon point de vue, en tout cas la manière dont se construit la France vis-à-vis du racisme par rapport aux États-Unis, c'est vraiment que la France a été un espace de liberté pour les Noirs américains, et c'est vrai en fait, hein, enfin, même quand on parle des Noirs américains jusqu'à maintenant, ils ont construit aussi ce mythe aussi de la France comme un espace de liberté, parce que sur le territoire français, en tout cas métropolitain, comment dirais-je, tout noir qui posait le pied sur le sol français était censé être libre. Bon, ça c'est la théorie. Et du coup, je pense que la France se construit à ce moment-là en se disant, bon ben voilà, nous on n'est pas comme les États-Unis, c'est quelque chose qui a d'ailleurs beaucoup été dit, après Ouvrir la voie, après les mouvements, qui continue d'être dit d'ailleurs, enfin non, maintenant c'est vraiment une contre-révolution fasciste, donc c'est encore autre chose. Mais à ce moment-là, c'est vraiment voilà, un moment où on dit non, mais ça c'est vous importez, c'est beaucoup ce qui a été dit, vous importez les théories américaines. Ce qui démontre aussi la capacité de la France à vraiment taire son histoire en fait. Et c'est pas que la mienne, hein, c'est la nôtre. Et l'histoire en fait de ce que ça a été le racisme, ce que ça a été la colonisation, ce que ça a été le code de l'indigénat, ce que ça a été l'esclavage, ça a duré plus de temps que ça a duré plus de temps que, je pense, la 3e et la 5e République. Hein, voilà. Donc, et on n'a pas ça, en fait, en termes de symbole, on n'a pas cette idée-là. Et donc on est toujours, c'est ça qui est aussi un peu affligeant, c'est qu'on est toujours obligé, génération après génération, parce que on a une difficulté de transmission, cette difficulté elle est organisée, hein, mais on a une difficulté de transmission de cette histoire-là, on est toujours obligé d'aller rechercher de manière individuelle en fait l'histoire du racisme en France. On est toujours obligé certains d'entre nous ont du temps ou des privilèges, entre guillemets, mais c'est la vérité, d'avoir du temps pour faire des études de sociologie, d'histoire. Moi je fais des études d'histoire et un peu de sociologie aussi. Donc j'ai aussi du temps, je peux aller sur Cairn, je peux lire en anglais. Je me souviens très bien même de plein de textes de noir françaises, enfin d'histoire, notamment de la négritude que j'ai lu en anglais, ce qui me rendait folle, de me dire que je suis allée lire des chercheurs anglais américains pour apprendre sur l'histoire de la présence des Noirs en France au XXe siècle, c'est quand même affligeant. Et donc je pense que c'est ça que ça dit, c'est qu'on est on a tout de suite envie de se dire, bon bah allez voir l'histoire américaine, qui est une histoire très violente. Parce que je pense qu'il ne faut pas non plus se mentir, hein, les ségrégations c'est extrêmement violent, et c'est différent parce que c'est sur le sol américain. C'est sur le sol américain. Il y a aussi un truc géographique en fait, où ils sont ensemble. Alors qu'en France, on sait très bien que tout est centralisé. Alors, je pense que beaucoup de gens savent à peine ce qui s'est passé pendant la construction de l'État français, comment on a écrasé les régionalismes, les identités régionales. Déjà juste en France, combien de fois les Noirs? Donc du coup, voilà ce que je peux dire là-dessus. Et après, vis-à-vis de Black Lives Matter, je ne sais pas vraiment comment répondre à ça. Je pense que ce qui est intéressant quand on a du temps et la possibilité de se poser la question aussi, c'est que c'est par cycle. Ce qui est à la fois extrêmement déprimant, de se dire qu'on est obligé de... Penser à la mode. Non, c'est pas une question de quand c'est à la mode, c'est plus une question qu'en fait, on est toujours obligé de se révolter encore maintenant.
Et en même temps, je sais pas, je trouve un espèce de confort étrange à me dire que mes ancêtres étaient pas exactement dans la même situation, puisque parfois on est aussi des utopies réalisées de nos ancêtres. Hein. C'est un autre débat, mais si c'est vrai. Je pense pas que des femmes noires des années 30 pouvaient imaginer qu'il allait se passer ça. Enfin bref, on verra ça plus tard. Sur l'utopie réalisée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un espèce de, je sais pas, je trouve du réconfort aussi à me dire, mais en fait, ils ont aussi traversé ça. Ils ont aussi dû se révolter, se soulever, devenir réclamer leur vie, en fait. Enfin, crier, en fait, le fait que, mais non, on a envie, on va pas se laisser mourir, on va pas se laisser tuer. Et je sais pas, je sais pas pourquoi je trouve ça réconfortant. C'est comme si, quelque part, on se retrouvait aussi. Et après, c'est extrêmement épuisant. J'aimerais bien, moi, mon utopie, c'est que nos arrière-petits-enfants nous disent « Non, mais j'arrive pas à croire que c'est possible ». Voilà, ça serait vraiment là, je me dirais « Utopie réalisée !» Mais malheureusement, on n'a pas l'air d'aller vers là, mais bon, qui sait. Et du coup, ouais, je pense que ça, c'est ça qui me touche en fait dans la question du racisme, c'est aussi ce cycle, cette question du cycle, en fait, ça revient il y avait la marche pour l'égalité contre le racisme dans les années 83, il y a eu aussi des mouvements militants des quartiers populaires, notamment en région parisienne, dans les années 2000. Ça revient, il y a eu 2005 évidemment, voilà, ça revient en fait, parce qu'à chaque instant, on a ces désirs de vie, on ne veut pas se laisser faire en fait. Et puis, c'est pas qu'on ne veut pas se laisser faire, c'est qu'on veut vivre en fait. On veut vivre. Je rebondis sur cette résilience. Alors, juste pour la Du coup, on est heureux d'avoir préparé cette session de questions. Et par rapport à ce que tu as dit, concernant ces ancêtres qui nous regarderaient avec en fait cette joie de nous voir réussir certaines choses. Une des questions que pose ce documentaire, à mon sens, et que pose aussi la question qu'on peut avoir quand on a, entre guillemets, réussi, c'est qu'est-ce que dit ce documentaire et qu'est-ce que dit aussi ta poésie à des personnes qui n'auraient pas choisi ou qui n'auraient pas pu entrer dans une voie d'excellence. Attends, c'est moi la voie d'excellence ? Ah pardon, je suis pas censée dire ça parce que vous voyez, mais qu'est-ce que est censé dire ce documentaire ? Mais en fait, l'excellence, on s'en fiche de l'excellence. Comment dirais-je ? Ça me prend au dépourvu, mais... Je pense pas que le but du documentaire, ou le but de mon travail, c'est de dire si vous réussissez à faire de la poésie et à publier vos livres, et à faire des émissions, c'est génial, je suis ravie de le faire, c'est ça qui vous méritez d'être en vie. Je pense que le fond de mon travail, c'est vraiment pas ça. Je pense que l'objectif, c'est de dire mais on mérite d'être en vie parce qu'on mérite d'être en vie. On mérite d'être en vie parce que nos vies, elles contiennent tellement d'histoires, elles contiennent tellement de bruit et d'amour et de violence et de joie et de rire et de cris et de, je sais pas, et de gêne et de rencontres et d'effondrements et de cœurs brisés et de voyages. Et c'est ça, je pense que l'objectif ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut proposer, à ce qu'on peut, c'est même pas proposer, ce qu'on peut produire et ce qui est considéré comme étant excellent ou pas. C'est pour ça que cette question d'excellence me pose question, parce que l'excellence à propos de quoi ? Est-ce qu'une vie, ça peut pas être magnifique parce qu'en fait, oui, d'accord, on n'a pas publié un livre, mais en fait, on a des enfants, des petits-enfants, on leur permet de vivre, de rire, on n'a même pas forcément des enfants, mais on participe à une communauté, on participe à faire briller une communauté, à faire vivre une communauté. Qu'est-ce qu'on s'en fout de l'excellence ? C'est très bien d'écrire des livres, je suis ravie, mais moi je suis ravie pas parce que je publie, je suis ravie parce que je crée.
parce que je rêvais de faire ça quand j'étais petite, mais c'est quelque chose de très narcissique, d'ailleurs. C'est très narcissique, très égocentrique, c'est parce que je vis. Là, je vous fais une petite confidence, je vais sortir un livre en 2024. Ok, très bien. Pourquoi je suis contente de sortir? Pas parce qu'il sort, c'est parce que, en fait, le livre, c'est un roman qui inspire l'histoire de ma grand-mère. Et du coup, dans ma tête, je me dis, ma grand-mère, elle va toujours être avec moi. Quoi qu'il se passe, elle sera toujours là. Et elle sera lumineuse à mes yeux. Ça n'a rien à voir avec le... Merci. Ça n'a rien à voir avec le fait... Enfin, c'est bien que je le publie, parce que peut-être j'ai besoin de reconnaissance ou pas. Bon, on a tous nos... On a tous nos pareils. J'arrive pas à voir que je dis ça, alors ça enregistre, mais bon. Mais c'est autre chose, en fait. Et ça, on pourrait faire même une autre conversation sur qu'est-ce que c'est de créer, qu'est-ce que c'est la création, la voie d'excellence. Parfois, elle nous a imposé parce que... C'est pas qu'elle nous a imposé, mais c'est qu'on se dit que c'est la seule manière de briller. Alors qu'en fait, c'est faux. Alors qu'en fait, on brille juste parce que nos vies, juste telles qu'elles sont magnifiques et elles sont miraculeuses. Et je sais qu'il y a des gens qui ont du mal avec la spiritualité, et je le respecte, mais de fait, on est pour l'instant seul dans l'univers. Et nos vies, elles sont brèves. Et ce qui se passe, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on s'en fout de la... Enfin, tu vois, j'avoue, je tique avec ce mot d'excellence, parce que c'est le capitalisme, en fait, qui nous fait dire, mais si nos vies, si on n'est pas Elon Musk, on vaut rien. Mais c'est pas vrai! Et du coup, par rapport à ce que tu dis, moi, ce que j'entends, c'est une posture déjà critique par rapport à ce qui peut nous entourer, et aussi un parcours en fait de construction de soi qui a une certaine indépendance par rapport à des valeurs qui sont données, qui sont posées. Dans le documentaire, il y avait l'idée de composer avec deux cultures. Qu'est-ce que toi tu dis, qu'est-ce que toi tu portes sur le fait de s'assumer comme être à la fois foncièrement différent, et en même temps tu parlais de spiritualité comme une partie d'un tout où tout le monde se ressemble, au final tout le monde a cette existence, début, fin, le milieu. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Je sais pas si j'ai compris la question, je t'avoue. Est-ce que tu peux me la reformuler, excuse-moi? Ok. Enfin, j'ai compris la fin, mais pas le début, vas-y, excuse-moi. Par rapport à ce que tu nous as dit, par rapport à ce qu'il y avait dans le documentaire, ce que je ressens, c'est qu'il y a un parcours que tu proposes en faisant de la poésie et en parlant là aujourd'hui aussi de tes ressentis et tes idées et de ta construction théorique par rapport à ça. Comment tu... Je vais essayer de reformuler ça simplement. Comment à la fois ce que tu témoignes participe de l'expérience humaine en fait, et en même temps a quelque chose de particulier à apporter en fait. Qu'est-ce que ça amène par rapport à un chemin qui se fonde comme foncièrement différent, comme particulier. Tu poses la critique du capitalisme. Dans le film, tu poses plusieurs choses par rapport à ce que c'est que l'existence qui est la tienne en tant que femme noire, en tant que personne noire. Qu'est-ce que tu aurais à dire de ça entre l'ensemble et la ressemblance vis-à-vis de l'ensemble et de la particularité dans tout ça? Je sais pas, je crois que c'est l'expérience. Enfin, je pense que c'est. On va dans la philosophie, mais je crois que le poète est simple. La philosophie, dans les philosophes, ça va être très J'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, mais on va faire pas. Je crois que c'est pas à moi de dire ce que ça apporte. Je pense que c'est en fonction des gens qui m'écoutent. En fonction d'eux, il y a des choses qui vont résonner et ils vont se dire ah oui, mais je me vois et d'autres non. Je crois que je suis juste en paix avec le fait de me dire, en fait, on n'est pas obligé d'être tout à fait pareil, et d'ailleurs, on ne l'est pas, et c'est pas grave. Je pense que l'idée, de mon point de vue, le fait de se dire, si on n'est pas tout à fait pareil, on ne peut pas se parler, je m'associe pas à cette idée. Et comme tu dis, il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe, parce qu'effectivement, il y a une partie de moi qui me dit, mais en fait, même à des gens très différents, j'arrive à les voir parce qu'ils sont humains, et donc j'imagine à me voir en eux. Mais il y a un truc aussi de foi, en fait, je pense. Il y a un truc aussi qui est plus grand que moi, qui me dépasse, qui peut me mettre en danger, qui est risqué de me dire, quelqu'un qui est totalement différent,
peut me voir, et parce que moi je suis en capacité de le voir aussi. Enfin, en tout cas, je fais cette tentative-là d'aller vers... je sais pas si c'est très clair en fait ce que je dis, mais encore une fois, je suis un peu prise au dépourvu, mais c'est bien d'être ébranlée, mais je suis un peu prise au dépourvu parce que c'est pas à moi de dire ce que j'apporte aux autres, je pense. Tu vois? Je pense que c'est... Je propose, et ensuite la discussion, elle commence, tu vois? C'est une tentative de rencontre. Je sais pas si c'est clair. Est-ce que c'est clair? Alors, c'est clair ce que je dis, mais est-ce que ça répond à la question? Je ne sais pas. Super. En tout cas, l'idée c'est de discuter, je crois. Du coup, ça va. Si ça va, moi je vais... Non, on m'entend? Oui. Ouais, bon, je vais parler comme ça. Si ça va, moi j'aimerais bien qu'on... Non mais c'est pour l'enregistrer un peu. Ah pardon. Du coup, je vais rebondir. Moi, je vais revenir sur la pratique artistique, la création, et du coup, l'associer à la guérison. Je pense que par rapport à ce documentaire, on y voit beaucoup de souffrance qui n'est pas demandée. C'est que comme le même principe d'être racisé, on ne se racise pas soi-même, on est racisé. On n'est pas violé, on ne se fait pas violer, on est violé. Ce genre de choses, ce sont des phénomènes qui sont subis et qu'on est obligé de conscientiser par la suite. Et donc il faut développer des systèmes de guérison, de réparation, et en général, malheureusement, aujourd'hui encore, ils doivent venir de l'intérieur. Parce qu'on vit dans un phénomène systémique où la violence, elle est naturelle. Et les privilèges ne nous reviennent pas, ils ne sont pas naturels, donc on ne va pas nous proposer quelque chose pour nous guérir. Je sais que la création artistique, c'est un super vecteur de guérison par ton écriture, mais on voit aussi que la plupart des personnes qu'Amandine elle interroge font partie de ce domaine-là, dans la culture, ce sont des comédiennes, ce sont des artistes. Comment toi tu arrives à associer justement ce principe, cette volonté de guérison avec ta pratique artistique? Alors, je pense que déjà, c'est important de le dire, mais parce que Amandine n'est pas là, donc je pense que je vais dire ça quand même. Je pense que c'est forcément, ce documentaire, il arrive parce que c'est une réalisatrice qui évolue dans une pratique artistique, donc bah, il est situé évidemment aussi socialement, forcément, ça, voilà, ça, il y a un biais un peu de sélection, on va dire. Et c'est vrai que c'est une critique que j'ai aussi pas mal entendue aussi dans beaucoup de rencontres de gens qui disaient mais vous êtes toutes étudiantes, ou vous avez toutes fait des études, voilà, on aurait aimé entendre quelque chose. Je trouve que c'est intéressant comme critique, c'est vrai, enfin c'est un fait, c'est un constat qui est réel. Je sais pas si j'y répondrais à part de dire oui c'est vrai en fait on mérite d'avoir encore plus de documentaires. En fait, tout simplement, et il faut donner l'argent aux personnes pour qu'ils fassent leur documentaire en fait. Voilà, c'est une vraie, c'est une vraie critique et je peux pas y répondre autrement que de dire ça. Ensuite, par rapport à la création comme acte de guérison, je pense que je me pose vraiment depuis des mois la question de la guérison, à titre individuel et collectif, et je ne sais pas si elle est possible, mais par contre, ce qui est nécessaire de mon point de vue, enfin on peut tendre à la guérison, mais je pense que ce qui est nécessaire, c'est au moins des actes de cautérisation, minimum. Alors, de la cautérisation, penser un petit peu les plaies, se reposer, des actes de refuge, juste souffler en fait, juste respirer en fait, juste tenir debout 2 secondes. Ce qui est extrêmement compliqué ces derniers temps, mais je pense que pourquoi la création artistique, en tout cas la création, parce que la création en fait, pourquoi l'acte de créer? Parce que je pense que dans l'acte de créer, il y a l'acte de vie, et je pense que les systèmes qui nous font tant violence, ils sont extrêmement mortifères, mais bon, on va tous mourir donc c'est pas grave, mais ils sont quand même très ouais, ils sont vraiment remplis de... Ils provoquent des morts anticipées quoi, et pas forcément des morts physiques. Donc, et ce qui m'aide pour moi en tout cas, c'est que dans ces instants de création, déjà, il faut le dire, ce sont des instants en général qui sont collectifs. Même s'ils ne sont pas collectifs quand je suis en train d'écrire, tout ce que j'écris, tout ce que je crée est chargé en fait de voix, d'histoires, d'archives, de personnes qui sont passées avant moi, de personnes avec qui j'ai discuté, des personnes qui sont là en fait, qui hantent, qui traversent mon travail, et donc je sais
pas, j'écris, comme je peux aller danser, comme je peux... J'en fais moins parce que j'ai peur, et ça, c'est ça la mort. Mais j'allais dire, comme je peux aller en manif, pareil, c'est le même acte, en fait, de vie. C'est le même acte qui nous dit, mais en fait, on est debout, on est encore là, en fait, pourquoi vous voulez nous enterrer vivants? On est encore là, en fait. Et c'est en ça que ça cautérise, parce que ça nous ramène au fait que, non, on est toujours debout. Enfin, je dis toujours cette phrase, en plus je l'écris tout le temps, mais c'est important. Parce que quand je suis pas dans cet acte de vie, et ces derniers temps, avec, on voit bien ce qui se passe, notamment à Gaza, tout ce qu'on constate aussi de cette mort qui est partout, c'est difficile en fait de se rappeler que non, on est toujours debout. Et si on est toujours debout, c'est-à-dire que c'est mon côté désespérément optimiste. Si on est toujours debout, c'est-à-dire qu'il y a toujours une chance. Et franchement, ces derniers temps, c'était dur de me rappeler ça. C'était dur de me rappeler qu'il y avait encore une chance. C'est dur de me dire qu'on avait encore... qu'il y a encore une possibilité, il y a encore un gouvernement d'extrême droite qui est au pouvoir. Et qu'est-ce que c'est que l'extrême droite si c'est pas la mort? Ce sera peut-être l'opportunité juste après pour toi de lire justement le contexte de vie. Ouais, mais j'ai pas envie de finir sur ça. D'accord. J'ai pas envie de finir sur l'extrême droite et la mort. J'ai vraiment... Ils sont déjà partout, donc... Je crois une idée derrière, parce qu'on en a pas mal parlé, que c'est un texte qui nous a touchés, c'est que, ouais, voilà, là, tu l'as beaucoup évoqué. Ah, ok. Et qu'en fait, je pense que tout le monde dans la salle l'a pas entendu. D'accord. Ce texte. Mais tu peux finir évidemment de parler. Oui, non, je pense que c'est important quand même si je dis mon poème. Non, voilà, c'est juste ça que je voulais dire, c'est juste que ouais, c'est... En ce moment, c'est dur et je pense qu'il faut expier cette angoisse qu'on a, parce que c'est une angoisse collective, on la ressent tout dans nos ventres, et nos gorges, et nos mains, et nos épaules qui s'affaissent. Et là, je suis obligée de retrouver encore la question spirituelle, en fait. Parce qu'on n'a pas le choix. Parce que franchement, là, si on est juste rationnel, c'est la merde. Donc qu'est-ce qui nous reste à part la foi et l'espoir? Et ça, je suis obligée aussi de me retourner vers l'histoire, en fait. Vers l'histoire des esclaves. Qu'est-ce qui leur a fait tenir aussi? C'est la foi. S'ils n'avaient pas la foi, comment exister dans un monde qui te dit que tu as un bien meuble, si ce n'est par des espaces secrets, si ce n'est par la capacité à la magie, à la création, si ce n'est par la foi qui te dépasse. Et quand je dis la foi, c'est pas forcément la foi religieuse. Chacun pense qui veut. Moi je pense que par exemple dans beaucoup de mouvements de gauche, il y a la question des rituels quand même très présent. Ça parle des manifs par exemple. Les manifs, excuse-moi, les slogans. Enfin, il y a plein de rituels aussi, c'est très ritualisé en fait. Enfin, puis même croire qu'on allait avoir une sécu sociale, faut quand même, franchement, faut être pas loin de la ferveur hein, pour y croire. Enfin non mais enfin, les gens se mentent. Les gens se mentent sur le fait qu'ils pensent qu'il n'y a pas que s'ils sont pas religieux, il n'y a pas une question de foi. Mais excuse-moi, si aux États-Unis par exemple, pour eux, on vit dans une utopie réalisée. Ils n'ont pas de sécurité sociale. Donc je pense que c'est ça qui m'aide, parce qu'il n'y a rien d'autre que la création, et même dans l'acte créateur. D'ailleurs, même dans l'acte créateur, pour ne pas vous mentir, il y a de la foi. Parce que quand on est face à sa page blanche et qu'on se dit, à la fin, il faut qu'il y ait un bouquin, et que tu peux pas écrire, qu'est-ce qui te tient? Sinon, cet espoir et ce petit truc qui est de l'ordre de la magie, même si j'aime pas le mot magie. Et je pense que, et ça même dans les mouvements, en fait, et dans les mouvements de gauche, c'est tellement présent, sauf dans des endroits où on a oublié, où on pense que en fait, être de gauche, c'est pas être pris de ferveur et de magie, et voilà, et du coup on n'a rien à proposer. Mais en fait, chez nous, chez nous, quand je dis chez nous, c'est-à-dire, désolé, je parle à gauche, mais chez moi aussi, les mouvements d'émancipation, qu'est-ce que c'est sinon ça? C'est trop beau, je trouve c'est trop beau. Et c'est ça qui me permet d'un peu de tenir malgré mes imperfections personnelles. Vous
par rapport à ça, je vais faire un super mauvais jeu de mots, j'ai l'impression que ça ouvre la voie à questionner justement ce rapport entre les espaces politiques dans lesquels on peut évoluer, les espaces géographiques dans lesquels on peut évoluer, et soi et son intime. Toi, comment t'articulerais ça pour vraiment rentrer dans ta vision là-dessus? Parce que j'ai l'impression que du coup, on a parlé de ces espaces magiques, en fait, ces actes magiques, ces rituels. Est-ce que tu peux aller vers peut-être ce que tu as pu construire en écrivant ou en réfléchissant sur ces questions-là? C'est compliqué pour moi de me demander qu'est-ce que j'ai pu construire. Parce qu'en fait, je crois que j'ai jamais construit toute seule. En fait. Qu'est-ce qu'on a pu construire? Par contre, je pense que c'est des discussions, des discours, des échanges, des vocations, des croyances, une capacité à imaginer le mieux, des espaces de soins, des moments plutôt de soins, parce que ces moments, ils sont super éphémères. Mais qu'est-ce que Amandine a pu créer? Ouais, c'est ça aussi, c'est pareil, c'est des discussions, c'est du soin, c'est se retrouver soi, se dire « Ah, mais attends, mais j'ai été vue là, en fait. » Et même si je suis pas totalement vue, bah, c'est pas grave, ça me fait réfléchir sur comment j'appartiens à cet espace-là aussi. Et pour les espaces géographiques, je crois que la question de l'exil revient dans le documentaire. Longtemps que je l'ai pas dit, mais... Et j'ai toujours pas répondu à cette question. Je suis toujours là. Je pensais que j'allais partir Je pensais mais en même temps, j'ai pas envie de partir, c'est chez nous ici. C'est ce que je disais dans le film. Mais voilà, il y a un truc aussi de la maison, je crois. Non, voilà, il y a un truc... je pense que, ouais, il y a un... Je sais pas, je pense que le film, il pose beaucoup les questions de l'appartenance, de l'appartenance, de ce que c'est d'appartenir, à quels espaces on va appartenir. Et ça, je pense que c'est des questions qui se posent, de mon point de vue, pas seulement, c'est pas des questions qui se posent juste aux personnes racisées. À quoi on va appartenir? Quelle société on va appartenir? Enfin, quand je dis aux personnes racisées, je veux dire, on pourrait remplacer ça par des personnes qui sont minorisées, qui subissent une violence systémique. Je pense que la question de à quelle société on veut appartenir, qu'est-ce qu'on veut construire en fait, c'est une question qui nous dépasse, enfin, de mon point de vue en tout cas, et qui est de plus en plus dur à poser parce que le monde est de plus en plus violent. C'est pas le monde en fait, c'est... Je dirais le capitalisme, mais même, c'est vrai que le capitalisme pour moi c'est... Là, à l'heure actuelle, pour moi c'est le gouvernement. Donc c'est vraiment, c'est les questions, je pense, en plus des questions qui ont été par exemple provoquées, par exemple pendant le Covid, je pense que quand on s'est tous, tout le monde s'est pas arrêté, c'est pas vrai de dire ça, tout le monde ne s'est pas arrêté. Mais quand beaucoup de personnes se sont arrêtées, ce sont beaucoup des questions qui ont émergé. À quel monde on veut appartenir, quel rapport au travail on veut avoir, quel rapport aux autres, etc. Ça c'est des... Enfin, il n'y a pas que le Covid, il y a le mouvement féministe, la résurgence du mouvement féministe depuis quelques années, c'est pas que depuis MeToo. MeToo c'est un symbole en fait d'une vague qui était déjà là. Les questions antiracistes, les questions en fait de société, même si on n'aime pas le mot sociétal, c'est ça en fait, à quel monde on veut. Nous on sait quel monde on veut, on veut un monde plus beau, plus doux, plus joyeux, plus aimant. Et là maintenant c'est dur. C'est dur de tenir à ce vœu-là. Mais je pense que ce qu'on crée, en tout cas ce qui se passe dans la création artistique et dans le film d'Amandine et dans plein de choses, parce que dans plein de propositions, c'est ça en fait la question de fond. Par rapport à ce dont on a pu être témoin à Marseille, donc il y a Sida Bento qui est venu il n'y a pas longtemps et qui a écrit un livre qui s'appelle Le Pacte de la Blanchité. Je le pour la caméra pour les générations futures. Donc dans le pacte de la Blanchité, il y a justement ce sujet-là. Comment en fait, finalement, ce pacte il repose aussi sur le fait qu'une partie du monde a été effacée pour en servir une autre. Donc la partie blanche du monde a effacé la partie non blanche pour créer un nouveau monde. Du coup là, moi ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que
il y a un processus qui est donc présent par rapport aux pratiques qu'on voit dans le documentaire et qui est présent aussi dans ton témoignage aujourd'hui, d'être en train de définir en fait un autre monde. Il y a une autre cosmogonie qui est en train de se mettre en place. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça, et je pense qu'il y a aussi autre chose, un autre truc. C'est qu'en fait, dans cet effacement, je pense que cette partie blanche, entre guillemets, elle se perd. Je pense que, enfin, ça c'est Léonora Miano qui disait ça, et je pense que c'est pas qu'elle, je crois que Aimé Césaire aussi elle disait ça. Je me souviens plus du texte exact, mais en gros, le contenu c'était de dire, quand on colonise, on brutalise les colonisés évidemment, mais le colonisateur il est obligé de se brutaliser pour faire preuve d'une telle violence, pour écraser quelqu'un, on est obligé de s'écraser un petit peu. Ça, j'en suis convaincue en fait, et je pense que c'est, bien sûr que je pourrais me dire, bon, on va pas parler de ça parce que déjà il y a ma violence, la violence que moi je subis déjà. Commençons par là. Mais c'est difficile pour moi de ne pas me dire ça, de ne pas me dire, mais vous me déshumanisez. Mais il faut aussi vous êtes déshumanisé. Vous pouvez pas, enfin, quand vous êtes dans un acte de déshumanisation, je pense pas qu'on puisse s'humaniser. Et je pense vraiment qu'on paye aussi ça. On paye évidemment notre déshumanisation parce que voilà, mais je pense qu'on paye aussi, le fait que les personnes qui produisent de la violence se font violence, se voient pas. Ils se voient pas, ça c'est des théories, mais ils se voient pas comme être humain. Ils se voient pas comme appartenir à un tout. Ils ont la question, par exemple, quand on parle de la question du corps et de la question de comment il y a toute une idéologie qui visait à voir le corps comme un ennemi, comme quelque chose qu'il fallait coloniser, dominer, maîtriser, dont on avait peur, dont il fallait se détacher à tout prix. Mais qu'est-ce que ça fait bien sûr que ça fait beaucoup de choses au corps qui ne font pas partie de la norme, mais qu'est-ce que c'est de rentrer dans cette norme? Qu'est-ce que ça fait aux autres? Je pense pas que je pense pas que ça leur permette de voir leur humanité. Ça me donne vraiment... Du coup, on prend tout cher. Est-ce que ça me donne vraiment envie de parler de ton poème Femme Noire Territoire? Excuse-moi. Pas trop de temps. Voilà. Je voulais poser aussi des questions. Vous irez acheter les livres de qui, Aimé Césaire? Oula. J'aurais bien aimé poser une dernière question. Je vais juste du coup souligner mon respect et mon appréciation sur le fait que tu insistes beaucoup sur le phénomène de groupe en fait. Le principe de faire sororité et de guérir, de s'inspirer et de créer en communauté. Ça, j'apprécie beaucoup. Je te laisserai éventuellement rebondir dessus si tu le souhaites. Mais je pense qu'il va falloir laisser la place aussi au public pour poser des questions. Si vous avez des questions, levez la main. C'est la première question qui est dure. Il y a ce truc avec lequel on grandit quand on grandit dans le système scolaire méritocratique français, que finalement on n'a pas le droit à l'erreur parce qu'on est déjà différent et qu'il ne faut pas se faire remarquer. Et du coup, on va tomber, ça va impacter aussi la psyché, la santé mentale, on va tomber dans des mécanismes de perfectionnisme, on va se mettre une énorme charge mentale. Et comme tu parlais du processus créatif, je me demandais quelle place tu avais réussi, toi, dans ta vie, à titre personnel, à faire au droit à l'erreur. C'est trop une bonne question. Merci pour cette question. Je fais des ateliers d'écriture, et quand je fais des ateliers d'écriture, je dis souvent soyez nuls. Surtout pour le premier jet, en fait. Soyez nuls! Parce que si vous êtes super bon, enfin, déjà je pense pas que ça existe, honnêtement. Je pense pas que les personnes qui créent leur premier jet est bon. D'ailleurs, franchement, ça n'a aucun sens. C'est pas logique en fait de demander à quelqu'un de produire la perfection. D'ailleurs, je vais même aller plus loin, je pense pas que la perfection, ça fasse partie de l'expérience humaine. Ce serait super. Il y a beaucoup de répétitions, des répétitions de spectacles dans le documentaire, c'est là aussi où ça vient questionner derrière ces choses qui sont accomplies. Quelle est la part de répétition, quelle est la part d'entraînement pour arriver à toucher ces... Il n'y a même pas la question de l'entraînement. exprimer. C'est intéressant ce que tu dis dans la répétition, et surtout ce que je pense qu'il est important de souligner, le mot erreur, le mot échec. Je pense que c'est irréaliste de penser que on va pouvoir être déjà parfait tout court, et surtout d'être parfait la première fois. Je pense que c'est un but qui est absolument irréaliste. Quand on est enfant et qu'on commence à marcher, personne ne commence à marcher, enfin sinon montrez-moi les enfants, mais personne ne commence à marcher et être danseur ou danseuse étoile. Ça n'a aucun sens.
Et ce que j'aime dire, c'est que si on s'autorise à être imparfait, je vais même aller plus loin en fait, c'est même pas si on s'autorise à être imparfait, c'est ce qui est beau dans la création. Je sais que ça fait un peu bobo de dire ça, mais ce qui est beau dans la création, c'est le geste. C'est de se dire, oh là là, mais j'ai le droit. En fait, j'ai le droit d'expérimenter, j'ai le droit de créer, en fait, j'ai le droit d'écrire, j'ai le droit de faire de la poésie, j'ai le droit de chanter, j'ai le droit de tester. C'est ça, c'est là quelle est la joie. Tiens, on ne peut pas parler assez de joie. Donc c'est là quelle est la joie. C'est dans le fait d'expérimenter, c'est dans le fait de découvrir, d'explorer. Si forcément on pense tout, en tout cas moi je peux encore vous parler de ce que j'ai fait, quand je pense au produit fini et que je me dis ça doit être parfait, bah là j'écris pas. J'ai l'impression que dans une autre, les générations nées ici, c'est beaucoup plus douloureux. Parce qu'avant tout, ils sont, voilà, en termes d'attachement, de repères, de... Voilà. C'est une simple question, hein. Je ne sais pas si on devait... voilà. Est-ce qu'il y a des équivalences possibles? Je sais pas, voilà. Alors, est-ce que je peux répondre? Oui, je pense. C'est rapide, facile. C'est impossible d'être rapide, désolé. Je vais être le plus rapide possible, mais c'est une vaste question. Je pense que c'est une très belle question. Je ne sais pas s'il y a plus de vulnérabilité, mais je pense qu'il faut vraiment... je dis ça en toute humilité, c'est pas la même chose. C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui emmènent leurs enfants pendant les vacances, pendant toutes les petites vacances, dans certains pays, parce qu'ils le peuvent aussi, parce qu'il y a une question de moyens, c'est pas la même chose. Quand on a grandi, où on se dit qu'on grandit sur la terre de nos ancêtres, et la place n'est pas discutée, on est le fils d'eux, on a la fille d'eux, comment dirais-je, je veux dire, et il y a d'autres problématiques, hein. Moi, il faut être très clair, mes parents étaient pauvres, enfin, ils venaient d'une famille pauvre, donc je suis pas en train comment dirais-je, d'enjoliver la réalité. Moi j'ai grandi avec des parents qui me disaient non mais en fait on est là, on est des survivants, donc du coup voilà. Mais je pense que il faut quand même se dire que la question de la vulnérabilité, c'est que il y a des questions que je pense quand on est sur le continent, on va dire, de ses ancêtres, on se pose pas. On se pose d'autres questions. On se pose d'autres questions, surtout en fonction des classes sociales. La classe moyenne, ça n'existait pas trop. Donc du coup, c'est d'autres types de questions, c'est d'autres types de survivance. Et je pense que moi, ma grand-mère, elle me dit, je suis née avec comment dirais-je, une cuillère d'argent dans la bouche, ce qui n'est pas le cas. Mais pour elle, de son point de vue, elle dit, mais enfin, nous, on ne se pose pas ces questions. Mais je pense qu'il faut être vraiment se dire, mon positionnement n'est pas le même. Donc je vais potentiellement, je ne sais pas ce qui se passera pour votre fille, je ne lui souhaite pas tous ces errements que nous, on les a eus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on écrit aussi, c'est pour donner des cheat codes aux gens qui viennent. Du coup, je ne lui souhaite pas des errements qui durent des années, je lui souhaite même 0 errement, mais bon, je ne sais pas si c'est possible. Mais je me dis qu'il faut aussi, quand on ne fait pas partie de ça, d'être humble, de se dire qu'on va apprendre. Je ne sais pas si c'est une question de vulnérabilité, c'est juste, je pense que c'est des blessures qui n'existent pas pour d'autres. Ça n'existe juste pas, en fait. Parce que ce chemin-là, on n'a pas besoin de le faire. Après, je connais encore une fois des gens, j'essaie d'être brève, mais je connais des personnes qui sont nées ici parce que leurs parents étaient très, très, très conscients du fait, pas forcément de la France, mais plus d'une question de... L'héritage était essentiel. Donc, la question d'apprendre la langue, ça ne se posait pas en fait. On envoyait les enfants au pays, ils passaient leurs vacances avec leurs cousins, ça demande quand même des ressources. Parce que la question de la diaspora, c'est aussi une question de ressources aussi. Ils passaient leurs étés avec leur grand-mère, bon bref, peu importe. Du coup, ils n'ont pas du tout les mêmes questionnements parce qu'en fait, eux, ils se vivent, ils disent, dans un film, je ne sais plus, c'est le film de Ousmane Sembène, je ne sais plus quel film, il dit « La France n'est pas mon monde ». Il dit ça, et je pense qu'il y a des gens, et notamment moi ce que j'ai vu des gens que je connais, des amis de mon âge, la France c'est juste pas leur monde en fait. Ils s'en foutent. Ils n'ont pas d'enjeu en fait. Ils se disent bon moi je suis là, dans 2 minutes je repars. Et moi ce qui m'a apporté aussi comment dirais-je, un peu plus de force, c'est de me dire mais oui en fait, c'est mon monde, mais c'est pas juste mon monde. Mais quand on est grandi en France, c'est pas ce qu'on dit. On dit liberté, égalité, fraternité, tout le monde est égal. Bon là on dira bientôt plus.
Je veux pas plomber l'ambiance, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que j'essaie d'être rapide, mais en fait... Il faut vraiment conclure, s'il te plaît. Je sais pas comment conclure ça, mais tout ça pour dire que... Un poème. Pas un poème? Par exemple, un poème ou une discussion officieuse quand on sortira du Vidéodrome. Ben, en fait, excusez-moi, je me sens un peu coupée dans mon élan. Non, mais je vais dire mon poème, mais je me sens coupée dans mon élan. Ce que je veux dire, c'est juste, voilà, faut être, se dire qu'on peut apprendre aussi de ses vulnérabilités, mais ça nous apporte aussi quelque chose, et un éclairage, et de la création, et de la beauté, et de la joie, parfois. Merci beaucoup. Je veux juste conclure et remercier Acte du coup, de nous avoir invités en tant que Rosa. Merci beaucoup du coup aussi d'avoir programmé le travail d'Amandine et d'avoir fait intervenir Kiemis. Et maintenant, du coup, je vais te laisser parler pour que tu aies la dernière parole. Je vais lire mon texte. Est-ce que tu es là? Je t'avais passé. Ah, bon. À travers tes yeux embrumés par la confusion, mes aspérités disparaissent, mon humanité s'efface et je deviens une boue homogène sur laquelle tu veux marcher. Assourdi par une rage incompréhensible, le bruit de mon cœur t'est inconnu. Mes mots semblent te torturer, tes mains cherchent à me bâillonner. Ta haine se reflète dans mon regard. Vite, tu exiges mon sommeil. Éveillée, je suis bien trop dangereuse et tu veux me vendre à Morphée, pieds et poings liés. Et pourtant, je suis debout, appelée par nos âmes réclamant l'insurrection, la chaleur de nos espoirs naïfs rallumant la nuit. Et pourtant, nous sommes debout, te défiant de nous soumettre, encore une fois, notre désir de vivre m'arrachant à la torpeur. Et pourtant, nous sommes debout. Bravo.